Je vous propose de vous rasseoir tranquillement. On va reprendre les discussions. J'espère que la pause café était sympa. Donc, dans ce dernier temps de discussion, il va être question en fait des modes d'accompagnement. Comment être accompagné, accessibilité numérique. On a vu des témoignages, des exemples de bonnes pratiques, des choses qui marchent plus ou moins bien. Et il y a des acteurs qui peuvent accompagner maintenant. On va leur donner la parole. Je vais donc appeler à mes côtés Antoine Cao, dont on a déjà beaucoup parlé finalement depuis le début et avec la DINUM, et Marc Desjardins, le directeur du FIP. Alors, on va commencer avec Antoine Cao, qui est directeur de programme accessibilité numérique à la direction interministérielle du numérique, donc la fameuse DINUM, dont on parle depuis le début. Donc Antoine Cao, vous êtes un peu le héros de l'après-midi, j'ai envie de dire. Et avec vous, on va évoquer cette vaste question: comment être accompagné par des prestataires et sur un plan financier le mieux possible pour gérer toutes ces questions d'accessibilité numérique. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence et de vous intéresser à ce sujet sur lequel je suis présent depuis pas mal d'années. Alors, sur les aspects financiers, je laisserai plutôt Marc en parler, puisque nous, la DINUM, nous sommes plutôt sur l'accompagnement, à la sensibilisation, à la formation et à vous proposer des outils pour vous aider dans vos démarches ou pour améliorer vos démarches. Alors justement, la DINUM peut-elle nous recommander une approche qui permettrait d'aborder tous ces sujets? Mais comme vous l'avez indiqué dans l'introduction, c'est envisager un accompagnement par un prestataire. Bon, c'est bien, on se dit, j'ai un prestataire qui va m'accompagner, encore faut-il savoir quelle forme d'accompagnement on peut demander à ce prestataire. Et puis, quand par rapport à votre projet. Donc il faut identifier les fameuses actions sur lesquelles vous auriez besoin d'un accompagnement par un prestataire, puisque ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas les capacités ou les compétences en interne. Faire un accompagnement sur un ensemble d'actions, ça nécessite d'avoir au moins fait l'inventaire de vos actifs numériques sur lesquels vous avez besoin d'améliorer l'activité numérique. Or, cette démarche, elle nous a été, je dirais, suggérée par les textes avec ce qu'on appelle un schéma pluriannuel de mise en accessibilité et qui est associé à des actions, des plans d'action annuels. Donc, je vous rappelle que le schéma pluriannuel qui a été évoqué déjà précédemment lors du colloque, il doit définir l'inventaire de vos productions, mais avec un ensemble d'éléments qui sont, par exemple, la volumétrie d'usage pour définir les priorités. Ça concerne combien de démarches, combien d'utilisateurs, parce qu'effectivement, la volumétrie, ça peut être 1000 utilisateurs qui font 10 démarches ou 10 utilisateurs qui font 1000 démarches chacun. Et le résultat, c'est quand même 10 000. Ensuite, il faut voir où en est votre, on va dire, dette technique par rapport à l'accessibilité. Est-ce que c'est déjà un produit stable, qui est en évolution, qui est récent, ou un nouveau produit qui n'existe pas encore? Là, les accompagnements qui vont vous être nécessaires ne sont forcément pas les mêmes. Ensuite, il faut savoir également, pour les produits déjà existants, déjà lancés, quel est leur état de conformité. Donc là, pareil, les textes vous ont aidé, entre autres, ces obligations sont rappelées par le RG2A. C'est savoir si vous êtes totalement conforme, donc objectif atteint. Donc là, vous êtes mature pour les équipes qui s'occupent de ce produit-là. Partiellement conforme, donc ça veut dire qu'il va y avoir des choses à corriger. Ou alors, vous ne connaissez pas la situation. Et quand on ne connaît pas la situation, la mention à mettre, c'est non conforme. Ensuite, quand vous avez fait tout ce point-là, bien vous allez dire quelle est ma capacité à produire ou à mettre en œuvre l'accessibilité par rapport à ces éléments-là.
Donc vous allez regarder au niveau de votre organisation comment vous avez structuré vos équipes, quel est le rôle de chacun des acteurs, et essayer d'évaluer quelles sont leurs connaissances ou sensibilisations par l'accessibilité numérique. On avait vu qu'il y a énormément de défauts, puisque, effectivement, très souvent, les formations initiales qui peuvent exister avant qu'on arrive sur le marché du travail, eh bien, n'ont pas évoqué cette notion d'accessibilité numérique que beaucoup de gens découvrent à ce moment-là. Et enfin, par rapport à la stratégie, la politique qu'a prévue votre organisation, votre direction générale, il y a les plans d'action. Les plans d'action, ce sont les priorités qu'elle se fixe sur les fameux 3 ans du schéma pluriannuel de mise en accessibilité, le plan d'action de la première année, le plan d'action de la deuxième année, le plan d'action de la troisième année. Cet élément est important. Pourquoi? Parce que ça vous permet, vous, de planifier quand est-ce que vous allez avoir besoin des prestataires. Parce que quand vous allez consulter les prestataires, vous allez lui dire sur quoi et quand. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets d'actions qu'on peut demander à ces fameux prestataires? Alors, ces actions, effectivement, comme je vous disais, vont dépendre du rôle des acteurs dans votre organisation et du besoin d'accompagnement de ces acteurs. Alors, vous avez des besoins en sensibilisation et formation. Ça, on l'a déjà vu. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs thèmes de formation qui ont été évoqués. Ceux qui produisent des services, ça c'est évident, on a parlé des développeurs, mais il y a également les contenus numériques, et ça on en a parlé avec les documents mis en téléchargement. Mais il y a tous ceux qui produisent ces documents. Il y a effectivement toute la chaîne de réalisation avec les concepteurs, les développeurs, les testeurs, on a parlé des testeurs, ceux qui font l'intégration, mais il y a également les administrateurs de mise en production. Ensuite, il y a une autre partie que vous pouvez internaliser ou demander à l'extérieur, c'est tous ceux qui font les évaluations, ce qu'on appelle les inspecteurs, puisqu'ils vont réaliser des audits. Et il y a une catégorie qu'on oublie souvent, donc je vous la signale tout de suite, ce sont ceux qui assurent le support aux utilisateurs. Parce qu'ils vont devoir répondre aux besoins de solutions, je dirais, alternatives, adaptées à celui qui a sollicité. Et ce n'est pas toujours de lui donner une solution numérique. Ça peut être une autre solution qui est adaptée et qui lui permet d'avoir la même information, peut-être sous une autre forme. Or, il n'y a que le support qui peut avoir préparé à l'avance avec les équipes projet, parce que ce n'est pas le développeur ou le chef de projet qui va dire « Ah, la solution là, accessible, je ne peux pas la faire, je ne lui réponds pas. » Ce n'est pas possible. Et la dernière population qui est intéressée, qui a été évoquée à plusieurs reprises, ce sont les référents accessibilité numérique. Donc là, ce sont toutes les formations, les sensibilisations pour tous ces acteurs-là. Ensuite, vous avez, ce qu'on a dit, les audits, les besoins à réalisation d'audits. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs formes d'audits. Il y a les audits qu'on pourrait dire partiels, qui vous servent à identifier les corrections à faire. Et ces audits-là, ce que je vous conseille, évidemment, c'est de les faire plusieurs fois. Vous faites un audit, il remonte des défauts d'accessibilité, vous les corrigez et vous refaites un audit partiel pour vérifier justement que les corrections ont bien corrigé ce qui avait été remonté, ce qu'on pourrait appeler un contre-audit. Et ensuite, vous avez un dernier audit, qui est celui qui vous sert à répondre à la transparence que vous allez accorder aux utilisateurs du service, c'est la déclaration d'accessibilité. Donc il y a les besoins en audit. Donc ça, c'est un autre accompagnement. Ensuite, il y a autre chose, très souvent, qui a été remonté, c'est que, ah oui, mais les développeurs, les équipes, les machins, ceux qui réalisent des documents, etc., ou les secrétaires qui ont été évoqués tout à l'heure, elles ne savent pas comment pallier aux défauts qui ont été remontés. Donc là, vous allez avoir besoin d'une aide, justement, pour pallier aux défauts. Et généralement, les défauts, ils sont liés à deux causes.
les fameux codes, le code source qui a servi à développer. La plupart des défauts d'accessibilité sont à l'intérieur. Mais il y a des fois une autre cause. Et là, on n'y pense pas trop souvent. Parce que l'audit, vous le faites à la fin. Et en fait, l'accessibilité, ça se prend en amont. Un certain nombre de défauts sont justement à une mauvaise conception du service. Et donc là, il faut pouvoir faire remonter en avant et donc demander un accompagnement pour corriger les défauts qui sont liés à la conception même du service. Parce que s'il est trop complexe, il n'est pas utilisable à la fin. C'est pareil. La personne, par exemple, non-voyante, comme on a indiqué tout à l'heure, il faut qu'elle imagine la structure de votre service, puisqu'elle ne peut pas le voir et elle va le faire grâce au dispositif technologique d'assistance, qui va lui lire, etc., etc. Mais il faut qu'il imagine toute la structure, à chaque fois en mémoire. C'est hyper complexe. Donc des fois, c'est la conception. Il vaut mieux concevoir des éléments plus petits qui lui permettent de mieux appréhender chaque demande de votre service ou chaque fonctionnalité. Et enfin, il y a un autre besoin d'accompagnement que vous pourriez souhaiter, c'est justement celui qui vous sert à élaborer ce fameux schéma pluriannuel et ses plans d'action. Alors, au niveau de la DINUM, nous avons mis en place tout un ensemble de formations, nous avons réalisé tout un ensemble d'ateliers, de webinaires, et nous les avons enregistrés. Donc vous en avez sur la conception de documents bureautiques, sur la réalisation d'audits, sur comment prendre en compte pour certains développements, pour faire du design accessible, donc on va dire inclusif, d'entrée de jeu, etc., etc. Donc tout ça, c'est à disposition sur le site de la DINUM. Et dernièrement, il y a un outil qui a été évoqué par le ministre, Stéphane Guérini. Nous avons essayé de vous aider, vous accompagner dans la réalisation de vos audits, avec un outil dont il sera facile à retenir au niveau de son acronyme, puisqu'on a un peu l'habitude des acronymes dans l'administration, même s'ils sont barbares, avec le mot déjà RG2A. Donc là, on l'appelait ARA. Donc ça n'a rien à voir avec le perroquet. C'est plutôt une aide à la réalisation d'audits. On ne peut pas trouver mieux comme nom. Donc ARA, et il est disponible depuis récemment, puisque nous l'avons mis à disposition que début octobre. Donc il est en version ce qu'on appelle bêta pour le moment. Et il va vous permettre de réaliser des audits en plusieurs étapes, de façon progressive, sans perdre les résultats d'audit que vous aviez fait précédemment. D'accord ? Et le cumuler. Et aller jusqu'au bout, jusqu'à l'audit de contrôle qui vous permettra après de générer, et l'outil va vous aider, votre déclaration d'accessibilité pour votre site. Donc je vous incite à aller regarder cet outil. Comme il est en version bêta, vous pouvez faire remonter les améliorations ou vos commentaires sur cet outil. Donc il est disponible sur le site ara.numérique.gouv.fr, puisque je suis à la direction du numérique. Voilà. Et par rapport à l'ensemble des accompagnements auxquels vous pourriez prétendre auprès de prestataires, eh bien, effectivement, vous vous posez la question de quelles aides peut vous apporter FIPHFP par rapport à l'ensemble de ces accompagnements. Et là, c'est plutôt la partie de Marc Desjardins. Avant de vous passer la parole, Monsieur Desjardins, est-ce que vous avez des questions pour Antoine Cao? On vous fera conclure aussi d'ailleurs, hein, Antoine Cao. Mais est-ce qu'il y a déjà des questions là dans la salle au niveau du chat par rapport à ce qui a été dit? Non? Si, pardon. Bonjour, merci beaucoup. Jacques Bédet, il faut savoir, quand vous avez parlé du système ARA, je m'en dis c'est plutôt pour les sites internet ou intranet, est-ce qu'il est aussi utilisable pour les applications métiers qui sont en client-serveur ou un client lourd? Merci de cette question. Je rajouterai, est-ce qu'il est valable aussi pour les applications mobiles et puis pour tout un ensemble d'autres services numériques en ligne? Et je vais y répondre par une simple question. Un critère, par exemple, qui tient compte des personnes qui auraient
un handicap visuel sur la distinction des couleurs, qu'on appelle généralement, entre autres, daltonisme, est-ce que vous croyez que son problème de daltonisme, il est propre à une application ou une autre? Non. On est bien d'accord. Eh bien, il se trouve que dans le RG2A, vous avez des critères qui correspondent à ça. Et donc, implicitement, il est utilisable. Il y a tout un ensemble de critères qui sont communs et transversaux, quel que soit le type d'application numérique que vous utilisez. C'est valable pour les documents, c'est valable pour une application mobile, c'est valable pour un site web, c'est valable pour un intranet, etc. Donc il ne faut pas se dire « Ah oui, mais le RG2A n'a pas parlé spécifiquement de mon type d'application ». Eh bien, en fait, vous avez déjà tout un ensemble de critères que vous pouvez regarder, commencer à corriger. C'est pour ça que je vous ai parlé d'audit partiel, parce que ce que je vous conseillerais de faire, ce n'est pas d'essayer de prendre l'accessibilité numérique à 100% dès le début du projet. Ça risque d'être beaucoup trop complexe. Faites des petits pas, faites déjà l'essentiel avec les critères que vous arrivez à comprendre et avancez comme ça avec des audits réguliers, corrigés au fur et à mesure, et comme ça, vous allez progresser sur l'accessibilité numérique, sinon la marche est trop grande au départ. Soyez plus agile, on va dire. On a une question au niveau du chat, une personne qui demande quel genre d'organisme peut réaliser des audits, et notamment est-ce qu'il existe une liste officielle d'organismes certifiés par la DINUM qui garantissent leur expertise sur la question. Alors, il n'existe pas de liste ou de certification auditeur. Par contre, il existe beaucoup de sociétés qui ont de l'expérience depuis pas mal d'années pour réaliser des audits et qui peuvent continuer à vous accompagner. La problématique qui peut éventuellement se poser, c'est est-ce qu'ils ont bien suivi toutes les évolutions du référentiel général d'accessibilité, puisque nous continuons à le faire évoluer quand on peut, évidemment, parce que c'est un problème après de moyens. Par exemple, pour y introduire des critères complémentaires, puisqu'il y a un seul référentiel général, quel que soit le type de service, pour créer des critères complémentaires qui vont prendre en compte un certain nombre de contextes spécifiques à certains types d'applications, comme les applications mobiles natives. Mais les couleurs, ils sont déjà. Donc, il y a peut-être d'autres spécifications dedans. Et si les auditeurs ne se mettent pas à jour des évolutions de RG2A, ça peut vous poser un souci. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de certification pour le vérifier. Une autre question? Ah, ok. Je crois qu'il y a une autre question là-bas. J'ai une question là-haut. Là-haut, oui. Bonjour. Alors, moi, je me présente. Je suis apprenti auprès de la DINSI au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Et donc, je suis actuellement en école d'ingénieur. Et c'est vrai que j'entends depuis tout à l'heure qu'on parle des développeurs en soumettant le fait que l'accessibilité n'était pas prise en compte en amont. Mais est-ce qu'il y a, sur le plan gouvernemental et même, je dirais, de l'enseignement supérieur, une volonté d'introduire un module d'accessibilité auprès des jeunes développeurs qui sont actuellement en école d'ingénieur pour pouvoir accentuer ce point-là et puis aussi mettre tout le monde face au RG2A et aux normes, en fait. Je serais très heureux que ça existe, mais je ne viserai pas que l'enseignement supérieur. Je dirais que c'est valable dans toutes les professions, parce que beaucoup de métiers ont leurs propres écoles. On peut parler des notaires, on peut parler d'autres métiers vis-à-vis de la culture, etc., dans les beaux-arts, etc. S'il y avait des modules de sensibilisation déjà à l'accessibilité pour les chefs de projet, parce qu'il n'y a pas forcément que des développeurs, ce serait déjà une bonne chose. Malheureusement, je dirais, la DINUM, ce n'est pas du périmètre de la DINUM de définir des programmes de prise en compte de l'accessibilité par les directions qui sont en charge de ces activités-là, de l'éducation ou même du programme de... ah mais je sais que j'ai changé de nom maintenant, la fameuse ENA, qui maintenant porte un autre nom et j'arrive pas à me rappeler lequel, mais si nos futurs
futurs dirigeants étaient aussi sensibilisés, on aurait peut-être plus de facilité, puisque c'est eux très souvent qui ont des postes politiques. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas du périmètre de la DINUM. Et à propos de formation pour les jeunes, c'est Asma Feuillu, je crois, du FIPHFP qui avait... Si vous aviez une piste de réflexion, si on peut lui passer le micro. Oui, j'ai partagé avec vous ma réflexion tout à l'heure. C'est par rapport à travailler avec l'éducation nationale, hein, et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour peut-être amener des jeunes, parce qu'on voit déjà qu'il y a un déficit de jeunes qui s'intéressent à tous les métiers d'informatique, et peut-être les sensibiliser justement à ce type de métier et à l'accessibilité numérique. Mais je pense qu'il faudrait prendre le problème à la base dès le lycée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a plus de questions encore une pour Antoine Cao? Oui, bonjour à toutes et à tous. C'était pas vraiment une question, mais une remarque aussi en réponse justement à ce point-là. J'ai été au colloque, aux journées Paris Web récemment. Et donc, c'est 3 jours pendant lesquels se réunissent différentes professions. Et il y a beaucoup, on était peut-être bien 100-150 personnes, notamment des développeurs qui s'intéressent à l'accessibilité. Des jeunes, ils sont là, ils sont nombreux, et on avait évoqué le fait que, notamment sur les offres d'emploi, eux ne trouvent pas forcément en ligne de compétences demandées accessibilité. Donc eux se sont formés, ils ont envie de travailler sur ce secteur-là, mais côté offre d'emploi, c'est pas forcément un plus demandé côté entreprise. Voilà, donc moi je travaille pour le Centre des Monuments Nationaux, donc je suis plutôt côté secteur public, mais voilà, c'est y a cette problématique côté secteur privé a priori. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. C'est impressionnant le nombre de problématiques qu'il y a dans ce sujet. Alors, mais... Je ferai juste une remarque par rapport à votre commentaire. Le problème, entre autres, c'est qu'il n'y a pas de possibilité, enfin, comme il n'y a pas de certification, on va en parler d'un certain nombre de métiers qui devraient prendre en compte l'activité numérique, le mettre dans un CV, et si on vous demande comment pouvez-vous le prouver, puisque très souvent, quand vous mettez un CV, il est normal que lors du recrutement, on vous demande de justifier des compétences que vous avez. Alors, vous pouvez toujours inscrire que vous avez suivi des formations auprès d'experts, mais ça ne veut pas dire que vous avez maîtrisé. Vous avez juste suivi. Alors que si ça avait été finalisé par un diplôme, là, vous auriez l'élément. Alors, c'est bien pour ça que très souvent, les gens ne le mentionnent pas forcément, ils n'y pensent pas. Il faudrait faire évoluer, je dirais, la façon de présenter les choses, parce que si vous en avez besoin pour constituer vos équipes internes, plutôt que de chaque fois faire appel à un prestataire, eh bien, demandez lors de l'entretien que soit évoquée la problématique de l'accessibilité numérique, que si des compétences sont nécessaires et que la personne ne les a pas, prévoir justement de lui faire suivre des formations. Et justement, ces formations font partie des prestations sur lesquelles vous pouvez avoir une aide du FIPHFP. Donc Alors, retransition, parfait. Non, mais parfait. Comme ça, on va passer la parole à Marc Desjardins. Sauf s'il y avait encore, blague à part, une intervention. Non. Marc Desjardins, on va évoquer aussi tout ce qui a été dit un petit peu cet après-midi. Mais peut-être d'abord, est-ce que je peux vous redemander de nous présenter en fait ce programme exceptionnel du FIP en matière d'accessibilité numérique? Très, très volontiers. Peut-être avant, deux remarques liminaires par rapport à ce qui a été dit. Moi, il y a deux choses peut-être que je voudrais souligner. C'est finalement que les logiciels métiers sont plutôt maltraités par rapport aux logiciels Internet et aux sites accessibles pour le grand public. Déjà, les textes mettent en avant, et c'est normal, ces sites pour le grand public, hein, que ce soit la loi 2005 dans son article 47 ou la loi sur la République numérique. Et puis, vous aussi, à la DINUM, quelque part, les commandes gouvernementales vous portent plus aujourd'hui vers l'accessibilité de ces sites Internet.
Et donc, nous, au FIP, on essaye de combler un peu cette difficulté et de nous intéresser à ce qui est notre champ d'action naturel, qui est effectivement la vie des fonctionnaires dans leur travail et donc ces logiciels métiers. Alors certes, on a quand même un moyen d'action, vous avez quand même un moyen d'action, c'est tout ce qui concerne l'aménagement raisonnable, puisque le principe d'aménagement raisonnable permet à un fonctionnaire en situation de handicap de demander, y compris pour l'accessibilité numérique, de pouvoir travailler dans une situation d'égalité par rapport aux autres. Et ça, le défenseur des droits le rappelle. Et puis, deuxième remarque rapide qui est liée notamment du rapport que Bruno Gendron avait fait pour le comité national du FIP, c'est qu'on est dans un monde qui est tellement mouvant, tellement évolutif, que si on n'avance pas, on régresse très très vite. Donc on ne peut pas considérer qu'à un moment, on a des acquis. Tout bouge tellement vite qu'il faut être perpétuellement en mouvement. Alors au-delà de ces deux remarques, effectivement, le comité national du FIP, sous la présidence de Françoise Descamps-Crosnier, a récemment voté un programme exceptionnel, alors qu'il y a plusieurs axes, un sur l'accessibilité numérique, un sur la carrière des fonctionnaires, un sur le handicap invisible et un sur le télétravail. En ce qui concerne l'accessibilité numérique, d'abord, ce que nous avons dit, c'est qu'il fallait adresser tous les types de handicap, et pas seulement le handicap visuel, mais aussi les personnes sourdes et malentendantes, aussi les 10, dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé aujourd'hui, alors qu'ils constituent quand même une population très importante, à des degrés évidemment différents. Et puis, ça a été dit, à la fois l'insertion dans l'emploi et le maintien. Ce programme exceptionnel, en fait, sur l'accessibilité numérique, il a, je dirais, un peu trois approches. La première approche, c'est celle qui a été beaucoup développée aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les logiciels. Alors avant, on était uniquement sur les logiciels existants, puisqu'il y avait une sorte de principe que les logiciels neufs devaient être tous nativement accessibles. Mais on a constaté que ce n'était pas vrai, tout simplement, et donc on a élargi aussi au logiciel neuf. On a aussi donc le principe d'avoir à la fois des audits et, comme ça a été dit à plusieurs reprises, des tests utilisateurs. Bon, d'ailleurs, avec des débats, pour savoir, ça rejoint ce que vous disiez, Laetitia, tout à l'heure, ces tests utilisateurs, est-ce qu'il faut les faire par des personnes qui ne connaissent a priori rien, qui sont effectivement naïfs et donc vont peut-être constater plus des difficultés, ou au contraire des personnes expertes qui iraient au bon endroit. Donc je dois dire, on a des débats au comité national, des débats qui me dépassent complètement d'ailleurs, mais effectivement qui sont intéressants sur ce sujet. De même, sur les audits, on a deux approches possibles. Celle que donnait tout à l'heure Bruno Picard, qui serait plutôt de partir des éditeurs, et dire effectivement quels sont les logiciels les plus utilisés et quels sont les éditeurs qui produisent ces logiciels les plus utilisés et mettre le paquet dessus, ou partir au contraire des personnes en situation de handicap qui ont des difficultés et remonter pour voir effectivement quelle était la chaîne qui a amené à ces difficultés. Et donc voilà, donc il y a plusieurs manières d'appréhender les choses, et je vous dirai dans un deuxième temps qu'est-ce que nous avons au titre du catalogue du FIP et comment nous l'avons musclé. Le deuxième moyen d'action, ce sont les formations. Ça a été très bien illustré à plusieurs reprises, hein. Que ce soit les informaticiens métiers, que ce soit les managers, que ce soit au niveau des écoles. Ce qu'on peut souligner, c'est une intervention récente que le FIP a décidé d'aider, c'est l'Université de La Réunion, en coopération avec l'Université de Bordeaux, qui a décidé de mettre en place un diplôme interuniversitaire sur l'accessibilité numérique, et qui est donc vraiment dédié à ce sujet, et qui s'adresse à un public assez large d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment le genre d'initiative qu'on souhaite pousser. Et puis, on a la conviction qu'on ne fera rien sans des partenariats, parce que si des gens comme la métropole de Nice ne s'emparent pas du sujet, eh bien, ça n'arrivera pas effectivement à percoler. Donc effectivement, comme ça a été indiqué, partenariat avec l'AMF, partenariat avec la Fédération hospitalière de France,
mais aussi nous voulons avoir des partenariats avec les spécialistes, et notamment au niveau des fédérations et des associations de personnes aveugles. Et donc nous travaillons déjà en priorité avec la Fédération des aveugles de France, dont Bruno Gendron est le président, Bruno Gendron que nous connaissons bien puisqu'il fait un membre depuis très longtemps du FIP. Et puis nous travaillons éventuellement avec d'autres. Voilà un peu les différentes approches pour pouvoir essayer vraiment d'attaquer cette question et de passer une vitesse, donc toujours évidemment avec, je dirais, sous l'égide et avec le conseil de la DINUM qui nous guide dans ces sujets. Merci beaucoup. Oui, vous vouliez applaudir? Non. Avant de passer la parole au tout dernier intervenant, peut-être un mot de conclusion. Peut-être parce que je n'ai pas terminé. Ah pardon, vous avez oublié une question. Bon, c'est un rappel alors. On va dire que c'est un rappel. Excusez-moi. Non. Alors en fait, je vais vous donner quelques éléments sur l'offre du FIP. Alors tout à l'heure, il y avait une liste de courses. Moi, je vais vous dire ce qu'il y a sur la gondole. Alors, premier élément de cette offre, c'est tout simplement l'équipement du poste de travail. Ça, c'est vraiment, je dirais, la base avec les écrans, les loupes, les agrandisseurs, les systèmes de commande spécialisés, les lecteurs d'écran. Donc ça, c'est vraiment la base de ce qu'on peut faire pour les personnes aveugles. On retrouve également, d'ailleurs, pour les personnes sourdes et malentendantes, des services qui sont apportés. Et je pense à Tadeo, par exemple, qui permet à une personne sourde de dialoguer tout à fait, je dirais, simplement avec une personne. Et j'ai vu ça à Pôle emploi, notamment dans des agences Pôle emploi. Et c'est assez incroyable de voir la fluidité qu'il peut y avoir sur ce dispositif. Ensuite, effectivement, les audits. Donc les audits, il y en a plusieurs sortes, comme l'a dit Antoine, pré-audit, alors qui est financé par le FIP de 650 à 1 500 euros, audit initial de 3 200 à 8 000 euros. Je cite les chiffres parce qu'on les a doublés, en se disant qu'effectivement, il fallait avoir plus d'aide pour les collectivités, les hôpitaux, les services de l'État qui avançaient dans cette direction. Ensuite, l'appui à la mise en œuvre. Là, on est de 8 000 à 12 000 euros. Et enfin, les fameux audits de validation. Alors, d'après ce que j'ai compris, on est à un niveau qui est intéressant, peut-être pas, disons, voilà, qui est à peu près suffisant dans l'idée de cofinancement, parce que le FIP n'a pas vocation à tout financer, mais effectivement, il a vocation à aider l'employeur. Donc, on a doublé ces montants, et puis on a également rendu maintenant, depuis quelques jours, on s'est aperçu justement que le ministère de l'Intérieur, qui avait un problème parce que le ministère de l'Intérieur, évidemment, avec ses 180 000 agents, ou même peut-être 250 000 tout à l'heure, il n'a effectivement pas 5 applications, comme on avait dit dans le catalogue du FIP, mais il en a, je ne sais pas combien, 40, 50, 100, plus encore. Et donc, effectivement, on a décidé d'aller plus loin et de ne pas limiter en nombre d'applications, ce qui n'avait plus beaucoup de sens. Et puis, tout ce qui concerne la sensibilisation qui est nécessaire à tous les niveaux, collectifs de travail aussi, managers, et pas seulement les informaticiens. Et puis la formation. Donc là aussi, nous avons des financements sur la formation qui étaient déjà existants, mais qui peuvent s'appliquer à tous les intervenants finalement de la chaîne, y compris les développeurs et les auditeurs. Et le dernier élément, c'est le fait d'englober cette politique dans les conventions du FIP. Le FIP a 420 conventions avec les grands employeurs, que ce soit les grands CHU, que ce soit les collectivités locales, les métropoles, les régions, les départements, les centres départementaux de gestion, presque tous les ministères. Et donc, dans ces conventions, nous voulons aussi avoir un véritable volet sur l'accessibilité numérique pour qu'il y ait un engagement finalement à la fois des employeurs et du FIP dans cette direction. Alors là, cette fois-ci, j'ai fini. Sinon, je peux... Non, j'ai plus de... D'accord. Donc, on voit quand même qu'il y a... Oui, voilà, on réapplaudit. Et on voit vraiment qu'il y a quand même maintenant beaucoup plus d'aide, de possibilités, notamment en soutien, en appui financier pour se lancer dans ces démarches d'accessibilité. Antoine Cao, vous vouliez peut-être dire un petit mot de conclusion ? Avant de conclure, je voudrais compléter un élément par rapport à une remarque que vient de faire Marc,
par rapport à ces fameux éditeurs qui nous vendent des produits non accessibles. Et on est bien embêté après, puisque ce sont des logiciels métiers qu'on met à disposition de nos agents, et on ne sait pas comment faire pour les rendre accessibles. Je voudrais faire la remarque suivante, c'est que à partir du moment où nous, administration, nous faisons le choix de prendre ces éditeurs, c'est nous qui sommes responsables du fait d'avoir choisi un logiciel non accessible. Comment peut-on faire pour améliorer la situation? Puisqu'en fait, on fait ce choix à travers un marché public où on demande l'achat, etc. On fait des spécifications. Eh bien, il suffit, puisque, comme l'a dit Marc, l'accessibilité numérique, c'est une amélioration continue. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Que vous demandiez à ces fameux éditeurs de vous produire un audit d'accessibilité de leurs produits et de s'engager à l'améliorer. Dans le cas où vous lui remonteriez des défauts d'accessibilité qui empêchent l'utilisation par un certain nombre de vos utilisateurs, qui très souvent sont des agents internes quand il s'agit d'applications métiers. Si vous prenez cette précaution dans la rédaction de vos clauses de marché, eh bien, ça vous permet de ne pas mettre une phrase bateau « vos produits sont conformes au RG2A ». Parce que vous pouvez être conforme à un moment donné. Oui. Ou sur certaines bases, mais pas tout. Mais oui. Demandez-leur, parce que ça, je parie que si je demande ici, combien de personnes ont demandé un audit d'accessibilité à un éditeur? Ben, personne, puisque vous ne saviez même pas que ça existe. Et l'éditeur non plus. D'accord? Pensez à cet élément dans vos clauses, et ça vous permettra de faciliter vos relations pour demander justement à ce qu'ils corrigent les défauts d'accessibilité. Voilà pour ce point-là que je voulais compléter par rapport à ta remarque. Et pour conclure, je dirais, puisque c'est votre question, nous, au pôle design des services numériques de la DINUM, nous avons un principe que je vous ai indiqué. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte l'accessibilité le plus en amont possible. En fait, dès la conception, dans le design, comme on l'a dit plusieurs fois dans les intervenants précédents, ça coûte beaucoup moins cher que de corriger à la fin. Et ensuite, ça évite, bien évidemment, que le service il soit inutilisable quand on le met à disposition, il soit inutilisable pour toute une partie des utilisateurs qui peuvent être des agents quand c'est une application métier ou des gens, des concitoyens. Et pour ce faire, il faut également, on l'a évoqué à maintes reprises, penser à faire des tests avec des utilisateurs, notamment des utilisateurs en situation de handicap, parce qu'on est tous humains et on est biaisé par nos propres sens. On ne peut pas se mettre à la place d'une personne. Et je vous dirais, ces tests utilisateurs, il ne faut pas les faire juste à la fin. Vous pouvez les faire déjà dans une maquette, dans un prototype, en cours de route de développement. Il ne faut pas attendre que tout soit intégré. C'est pareil, vous pouvez être agile et le faire à plusieurs reprises. Donc les tests utilisateurs, avec ou sans personnes handicapées, vous pouvez les mener à différentes étapes de votre projet. Et plus vous le faites en amont, plus le résultat vous coûtera moins cher parce que vous aurez anticipé les problèmes. Voilà. Merci beaucoup. On peut applaudir aussi. Marc Desjardins, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non. C'est bon pour vous? Alors, on n'a pas encore entendu tout ce qui est fonction publique hospitalière. Heureusement, il nous reste un invité, justement, Quentin Hénaf, qui va nous rejoindre. Merci à tous les deux. On reste, on va peut-être rester là qu'il arrive. Allez. Ça fera moins de mouvement. Allez, moins de mouvement. Quentin Hénaf, vous êtes adjoint aux ressources humaines de la Fédération des hôpitaux de France, si je me trompe pas. Tout à fait. Merci beaucoup d'être là ce soir. Peut-être d'abord, de quelle manière est-ce que vous travaillez avec le FIP depuis 6 ans maintenant, c'est ça, 6-7 ans, depuis 2016? Alors en effet, il y a à deux niveaux. On a une convention, alors je crois que c'est depuis 2014,
entre la Fédération hospitalière de France, on a en tout cas un 3e conventionnement avec le FIP. Donc c'est sur un certain nombre d'actions, notamment pour mettre en place un réseau de référents handicap mutualisés dans la fonction publique. On a 6 régions aujourd'hui qui sont couvertes par ces référents handicap, qui sont vraiment très importants pour un des soucis qu'on a sur les enjeux d'accessibilité numérique, mais globalement pour l'inclusion des professionnels, c'est qu'on a 4000 établissements, 4000 employeurs, et pas toujours, et même pas souvent, dans ces employeurs, des services administratifs qui permettent de se repérer dans l'ensemble des aides qui leur sont proposées. Et du coup, ces référents, ils sont très utiles pour ça. Donc je disais, ça c'est le premier niveau, et puis aussi de valoriser, notamment de profiter du réseau de la fédération pour justement diffuser les bonnes pratiques, les évolutions réglementaires, etc. Donc voilà, donner accès à l'information. Et puis l'autre niveau dans lequel on participe avec le FIP, c'est qu'on représente les employeurs hospitaliers dans la gouvernance du FIP. J'y suis à titre personnel, ainsi que d'autres représentants d'employeurs. Donc la FPH est aussi représentée dans le FIP, évidemment. Et quelles sont les attentes aujourd'hui de la Fondation hospitalière, Fédération hospitalière de France, la FHF. Non, c'est la fin de la journée. De la Fédération hospitalière. Quelles sont les attentes en matière d'accessibilité numérique ? Moi, j'entendais tout à l'heure le collègue de la métropole de Nice et je me suis retrouvé très fortement dans ses propos. Même si je dirais que la métropole de Nice est probablement assez proche en termes de structure de très gros employeurs de la fonction publique hospitalière, de grands CHU, et que à la fois les difficultés qui sont vécues par les établissements, qui sont la grande diversité des applicatifs et des outils, notamment web, des agents, sont une des difficultés de résolution du problème. Je dirais d'ailleurs que sur l'accessibilité numérique, on a fait beaucoup ces dernières années, et les hôpitaux ont fait beaucoup ces dernières années, pour rendre aux patients leurs outils, leurs sites accessibles, les applicatifs aujourd'hui qui permettent de prendre des rendez-vous, qui permettent, y compris de faire des paiements, un tas de choses en tournée patients, et on a fait beaucoup moins pour nos agents, alors que dans le secteur de la santé, il y a eu évidemment une modernisation extrêmement forte des organisations, y compris de soins. C'est-à-dire que vous avez à la fois, évidemment, l'administration hospitalière qui a les mêmes problématiques, les mêmes types d'agents, le même type de fonctions que les autres versants de la fonction publique, et la production de soins, où on a vu se développer le dossier patient informatique, mais aussi des applicatifs dans des dispositifs médicaux avec je dirais des écrans tactiles qui rendent certaines fonctions. Je parlais il y a quelques mois avec les représentants des masseurs kinés aveugles et non-voyants, où finalement c'était un métier. Il y a 2000 masseurs kinés aveugles et non-voyants en France, qui est un métier tactile, donc qui peut se faire sans forcément avoir l'usage de la vision, mais qui est aujourd'hui très compliqué parce qu'un certain nombre d'outils, de dispositifs médicaux, voilà, qui sont proposés pour prendre en charge les patients, nécessitent de renseigner des choses sur des écrans tactiles qui ne sont pas toujours accessibles. Et du coup, on a, avec le numérique, les créations de problématiques nouvelles d'inaccessibilité. Donc, c'est des choses qu'il faut travailler. Et je dirais, dans nos priorités pour la FHF, c'est d'une part, je le disais avec les réseaux de référents handicap mutualisés, il faut dire aux employeurs, dire aux équipes administratives, dire aussi aux agents qu'il y a des aides qui existent, qu'elles sont mobilisables, qu'elles sont aujourd'hui mal connues. À la FHF, comme le FIP d'ailleurs le fait, on se désole chaque année de voir que les employeurs hospitaliers, les établissements hospitaliers accèdent moins aux aides du FIP que d'autres employeurs, alors que justement, ce catalogue d'aides du FIP, il est fait pour les plus petits employeurs ou les employeurs qui ne sont pas conventionnés, qui sont nombreux dans la FPH. Sur ce sujet, on a besoin de mettre l'éclairage, et merci pour cette journée qui est organisée par le FIP, parce qu'elle permet de confronter des points de vue et de donner demain des outils très précis. Tout à l'heure, Antoine Cao, qui est assis à côté de moi, a dit beaucoup de choses essentielles, je crois, pour les procédures et la méthode d'évaluation et d'amélioration. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra développer dans notre réseau. Et le deuxième élément, c'est travailler avec les éditeurs pour que les outils soient
directement accessible ou le plus simplement possible accessible, parce que c'est vrai que nous, on a des micro-employeurs qui ont beaucoup de logiciels différents pour les différents publics, les différents services. Aujourd'hui, la réanimation a ses logiciels numériques spécifiques et sont différents du service de la cardiologie, etc. Donc c'est tout un tas de champs dans lesquels, à chaque fois, il faut faire des aménagements spécifiques. Donc il y a un vrai travail de sensibilisation à faire avec les employeurs, et peut-être aussi par rapport aux difficultés propres d'un morcellement d'employeurs publics hospitaliers, d'avoir peut-être des aides qui soient non pas pour un établissement, mais peut-être pour plusieurs. C'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup en termes de réflexion à la FHF pour mutualiser au maximum et faire des propositions au FIP pour peut-être demain pouvoir accompagner non pas un employeur, mais peut-être un groupe d'employeurs qui utilisent la même solution. Eh bien, merci beaucoup, Quentin Enaf, de nous avoir exposé un petit peu les attentes de la FHF et puis d'avoir du coup évoqué la fonction publique hospitalière. Ce colloque va se terminer. Merci à tous les intervenants d'avoir participé. Merci à tout le public d'être venu et puis à tous ceux qui étaient connectés à distance. Il me reste à vous dire qu'on peut retrouver tous les documents relatifs à ce colloque en ligne sur le site du FIP. Et à vous dire aussi que vous allez pouvoir... Alors, il va y avoir un moment de convivialité juste à côté au pavillon Joffre. Donc, il y aura des petites choses à boire, etc. Et il y aura aussi, pour vous rendre compte de ce que ça signifie l'inaccessibilité numérique, vous pourrez faire des expériences, vous mettre en situation de... Voilà, quand on ne peut pas utiliser l'ordinateur et les logiciels comme tout le monde. Marc Desjardins, est-ce que je vous laisse le mot de... Ah, Françoise Descancrenier qui va venir refermer ce colloque. Oui, en effet, très rapidement pour clôturer ce colloque, parce qu'on m'a donné 2 minutes, hein, vous voyez, ça va pas être long. Simplement, avant de dire 2-3 mots de contenu, remercier finalement tous ceux qu'on n'a pas complètement remerciés jusqu'à présent, c'est-à-dire tous ceux qui étaient en amont de l'organisation et qui ont permis effectivement, avec le plan technique aussi, qui ont permis la bonne tenue de ce colloque. Et puis, bien sûr, les interprètes en langue du signe qui étaient indispensables dans notre colloque. Remercie bien sûr, mais très collectivement, tous les intervenants qui ont pu échanger aujourd'hui et nous donner plein d'informations. Et c'est important collectivement parce que c'est finalement ce qu'on retrouve aussi dans les débats que nous avons eus, c'est-à-dire que il faut qu'on travaille finalement ensemble, qu'il n'y ait pas de doublons, qu'il y ait de la solidarité, qu'il y ait de la mutualisation. Et c'est important à partir des constats, des difficultés, des déficiences que nous avons pu observer encore aujourd'hui et qui empêchent les personnes en situation de handicap d'être pleinement dans leur activité professionnelle, eh bien, c'est important qu'on travaille de cette façon-là. Et tout ce qu'on a pu entendre aussi cet après-midi montre que finalement, que les choix que nous avons faits dans notre programme exceptionnel, et notamment en lien avec l'axe sur l'accessibilité numérique, eh bien, correspond complètement au souhait d'avancer encore plus loin sur l'accessibilité numérique. Je voudrais dire juste une autre chose encore, parce que sur la question de l'intégration dans les formations initiales de modules sur l'accessibilité numérique, ça n'est effectivement pas dans le périmètre de la DINUM, on le sait, mais le FIP, qui travaille en fonction des besoins des personnes en situation de handicap dans leur activité professionnelle ou dans leur recrutement, et qui donc accompagne les employeurs publics dans ce domaine-là, eh bien, comme l'accessibilité numérique est un domaine fort du travail, des volontés de mesures souhaitées par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, eh bien, nous avons, à porter haut et fort cette volonté d'intégrer ces modules d'accessibilité numérique dans le cadre des formations initiales. Alors nous avons commencé à le dire et à le faire auprès des ministres, mais nous allons continuer. Mais comme il faut que ce soit aussi un combat collectif, il faut que tous nous soyons les relais de cette demande, puisque c'est effectivement en amont aussi que nous devons travailler à cette accessibilité numérique, sans oublier bien sûr tout ce qu'on a pu dire aussi aujourd'hui. Voilà rapidement ce que je voulais dire pour conclure. Merci beaucoup.
Nicole Freinet aussi, qui a beaucoup œuvré en coulisses. Nicole Freinet, Pierre-Yves Galetti, Grégoire, j'ai pas le nom de famille, et toutes les équipes, effectivement, qui ont géré toute la technique. Voilà. Bonne soirée à tous.